Bonsoir de nouveau à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la page Facebook Live de l'Association des maires du Rhône pour cette très belle journée de congrès et de salon des maires. Une journée qui a été dense, riche en partage, en échanges, en ateliers, en conférences. On a eu beaucoup de monde et on s'en réjouit. Et on va terminer en beauté cette journée avec la suite, l'atelier numéro 2, proposé par le cluster Éco-Énergie, qui a rencontré un grand succès ce matin, des questions des élus sur un certain nombre de thématiques avec comme fil rouge, j'allais dire, l'environnement et le développement durable pour mieux construire ensemble sur nos territoires. Alors je vais demander dans quelques instants et même maintenant tout de suite à Sylvain Casaban de me rejoindre. Sylvain, vous êtes le directeur adjoint du cluster Éco-Énergie. Pour ceux qui auraient échappé à cet atelier ce matin, peut-être nous redire en quelques mots ce que c'est que le cluster Éco-Énergie et pourquoi il est utile à nos élus. Alors, le cluster Éco-Énergie, c'est un outil de développement économique qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre vocation, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble de la filière de l'éco-bâtiment dans une logique de développement économique en créant des synergies entre acteurs. Donc aujourd'hui, on a un réseau de 180 professionnels de l'éco-bâtiment qui vont des métiers de l'assistance maîtrise d'ouvrage à la maintenance. Donc on va avoir des architectes, des bureaux d'études, des fabricants, des distributeurs, des gens spécialisés dans la santé, dans le confort, etc. Et également toute la partie formation-recherche et bien sûr toute la partie institutionnelle. Donc en fait, on apporte vraiment une expertise au niveau de la filière de l'éco-bâtiment et donc ça permet à toute la maîtrise d'ouvrage, notamment les collectivités, à faire du sourcing auprès du cluster. Alors, je le disais tout à l'heure, vous aviez un atelier, ça s'est bien passé, il y a beaucoup d'élus qui sont venus voir, de collectivités. On va présenter quelques innovations à travers quelques entreprises qui ont choisi d'exposer aujourd'hui. Mais pour parler de ça, je voulais aussi qu'on fasse un point d'actualité, puisqu'il y a un événement très important que vous organisez, justement pour fédérer les énergies, pour informer. Et c'est la fameuse journée de l'éco-bâtiment. Alors, de quoi s'agit-il? Quand est-ce que ça a lieu? Et qu'est-ce qui s'y passera à cette journée? Puisque tous ceux qui sont présents sont bien évidemment les bienvenus. Alors cette journée de l'éco-bâtiment est née il y a 3 ans au niveau du cluster, c'est la 3e édition. Et en fait, c'est suite au constat de se dire, au niveau du cluster, on a 180 adhérents, tous des experts qui travaillent, qui proposent vraiment des innovations au niveau du bâtiment. Et aujourd'hui, on voit que le bâtiment est en pleine mutation. Mais le constat, c'est qu'avec la maîtrise d'ouvrage, il y a un trait d'union à créer, de vrais ponts, pour que la maîtrise d'ouvrage s'empare de ces sujets-là et puis n'aie pas peur d'avancer parce que voilà, c'est des choses nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc on s'est dit, on va créer une journée où on va permettre à nos adhérents d'exposer et on va inviter la maîtrise d'ouvrage à venir et à les rencontrer. Donc on a créé en fait une place de marché pour favoriser les échanges, les synergies entre acteurs. Donc cette journée de l'éco-bâtiment a lieu le 28 novembre à l'Embarcadère dans le quartier de la Confluence sur Lyon. Et c'est de quelle heure à quelle heure? De 14h à 18h, 18h30. Donc 14h, découverte des espaces, rendez-vous B2B. Ensuite, il y aura des flash infos toutes les demi-heures avec une thématique sur le décret tertiaire qui va faire changer les choses parce que tous les bâtiments de plus de 1000 m² devront s'engager à réduire leur consommation énergétique. Une intervention sur la commande publique durable, comment une collectivité peut influencer ses choix via une commande publique durable. Il y aura sur toute la nouvelle réglementation E+, C-, et toute une partie aussi sur la formation. Comment on peut faire monter en compétence la filière, aussi bien en formation continue qu'en formation initiale. Et on terminera cette journée par une plénière de clôture où le cluster annoncera une évolution de nom et le cluster éco-énergie deviendra le cluster éco-bâtiment. Voilà, déjà une information et un scoop pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Si je veux m'inscrire, je vais regarder sur le site internet. Alors, le site internet du cluster, vous aurez toutes les informations en première page avec les horaires, le programme. Et vraiment, soyez la bienvenue. On a 37 exposants et on a déjà plus de 100 visiteurs inscrits. Très bien, merci beaucoup Sylvain Casaban. Je rappelle que vous êtes l'adjoint de direction, le directeur adjoint du cluster Éco-Énergie. Merci de nous avoir présenté le cluster. Un grand merci. Et puis on va accueillir nos invités dans quelques instants.
Comme je le disais à l'instant même, on est là pour parler développement durable, qualité environnementale, qualité de construction sur nos territoires. Et il y a plusieurs manières de travailler et de coopérer ensemble. Et je vais donc demander à deux personnes de venir me rejoindre pour parler de Scope BTP. Le premier, Pierre Defosse, vous êtes dirigeant de la Scope Toiture Montilienne et administrateur de Scope BTP. Et Franck Proutot, dirigeant de la Scope Baticop et président de Scope BTP. Un président, un administrateur, de la SCOP à tous les étages. Venez vous installer tous les deux. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient perdus, Pierre, c'est moi. Et donc, du coup, Franck est là. Formidable. Parlez bien dans le micro tous les deux. Ouais. Peut-être, moi, je crois que la première chose, quand même, c'est de raconter ce que c'est que SCOP BTP. Et puis, peut-être, voilà. Et peut-être surtout ce que c'est qu'une coopérative. Quelle est la philosophie qu'il y a derrière le fait de coopérer comme ça? Je vais laisser au président de répondre. C'est déjà moi. Ouais. Donc une coopérative, bien sûr, c'est une structure comme, une structure normale. Elle est composée de coopérateurs et de coopératrices qui sont sociétaires de leur propre entreprise. D'accord. Et quelle est la particularité du coup de la coopérative par rapport, j'allais dire, une entreprise normale en fait? La différence, c'est que l'entreprise appartient à ses salariés. Donc ce sont les salariés qui sont les décideurs dans l'entreprise. Voilà. Après, au quotidien, on est une entreprise comme les autres. On est là pour gagner de l'argent, c'est pas un call-cause. Non. L'objectif est bien de construire de qualité, mais c'est juste qu'il y a des salariés plus investis, plus impliqués peut-être, parce qu'ils sont eux-mêmes au capital, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, alors Scope BTP, qu'est-ce que c'est? C'est donc la structure qui regroupe des coopératives du bâtiment? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc en fait, sur la région Rhône, c'est 800 salariés et 35 entreprises. Donc qui vont du métier de la promotion mobilière, l'AMO, la maîtrise d'œuvre et tous les participants de la construction. Alors on imagine bien que dans la construction, ça a du sens, puisque la construction, par définition, c'est plusieurs métiers ou types de métiers qui vont coopérer. Comment ça se passe et quel est le bénéfice à travailler avec une SCOP en fait, ou à avoir cette offre de coopération entre guillemets? En fait, on associe plusieurs compétences qui lient à la fois des promoteurs, des bailleurs, des entreprises de construction, des bureaux d'études. D'ailleurs, à titre personnel, aujourd'hui, on travaille sur une école sur Lyon avec une autre SCOP. Également, on a déjà construit des immeubles plusieurs niveaux à plusieurs scopes, sur Marseille notamment. Donc on arrive à allier nos forces ensemble. Et puis une des grandes forces aussi, c'est la confiance qu'on peut générer avec nos modèles économiques. Pourquoi? C'est que, étant donné que la plupart des gens qui vont intervenir sur le chantier, que ce soit des conducteurs de travaux, bureaux d'études ou compagnons, la plupart ou certains sont associés. Donc c'est leur boîte. Donc pour un maître d'ouvrage, notamment un maître d'ouvrage public, c'est une vraie sécurité d'avoir des salariés impliqués sur un chantier et non pas être forcément un sous-traitant de second rang. Voilà. Donc l'idée un peu de confiance, de réunir les compétences, etc., c'est quelque chose qui plaît à vos commanditaires un peu, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, puisqu'on a la continuité de travaux et une assurance d'avoir quelque chose de bien réalisé. Alors la question qu'on peut se poser, moi si je suis un élu, si je suis dans ma commune, etc., en fait, je vois que ça existe sur mon territoire, mais comment je peux faire appel à une SCOP? Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Comment je fais pour travailler avec une SCOP? Et est-ce que je peux faire construire mon bâtiment par une SCOP? Alors, comme disait Franck tout à l'heure, on est des entreprises comme les autres. Hein. Donc nos statuts juridiques d'ailleurs sont sous SARL, SA ou SAS, au même titre que n'importe quelle société. Ce qui nous différencie, c'est comment est constitué notre capital, ce qu'on disait en préambule. Donc au quotidien, on ne sait pas forcément qu'on est une SCOP. Hein. En revanche, on met toujours de la même énergie positive et collaborative pour réussir les projets. D'accord. Est-ce qu'il y a des exemples un peu précis ou récents de construction dans certaines collectivités auxquelles vous avez eu affaire ou... Alors, bon, par exemple, on a construit un immeuble de bureau pour le compte de Nexity, qui est un promoteur national, sur Marseille, c'est ce que je disais en préambule. On s'est associé à 3 SCOP pour réaliser un immeuble R+5 tout en structure bois. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez alors aux élus qui sont présents pour leur dire venez nous rencontrer, venez parler, essayez de faire autrement et pourquoi c'est intéressant? Vous qui êtes président de cette association, c'est quoi le message, c'est quoi l'objectif de cette association en fait? Faites-nous confiance puisqu'on est capable de concevoir, de coordonner et d'accompagner les travaux jusqu'à la livraison. C'est ce que vous avez raconté à tous ceux qui sont venus vous voir aujourd'hui. Vous avez eu un peu de monde, c'était sympa? Oui, on a eu du monde sur le stand.
D'ailleurs, certains connaissaient déjà notre univers et ont déjà travaillé avec nos entreprises sans forcément savoir qu'on était des scopes. Ça prouve bien qu'on sait apporter de la continuité. Il faut savoir que beaucoup de scopes sont très anciennes. Il existe des scopes, notamment sur la région de Lyon, qui ont plus de 100 ans. Donc il y a une vraie pérennité sur nos entreprises. Donc c'est aussi un gage de qualité, un gage de sérieux. Et puis ça rassure effectivement les élus qui eux-mêmes aiment bien s'inscrire dans le temps et dans la durée. Dans la continuité. Eh ben, un grand merci à tous les deux d'être venus nous faire découvrir à la fois la SCOP et de nous parler de construction dans la confiance et dans la coopération. Je vous laisse regagner votre salle et votre place. On vous remercie aussi. Mais je vous en prie, merci à vous. Et on va donc pouvoir dans quelques instants accueillir un nouvel invité. On va parler dans quelques instants de maisons passives. Alors je vais demander à Rémi Agrin, qui est le dirigeant de Néo Habitat, de me rejoindre sur scène et de nous dire d'abord peut-être en quelques mots comme les autres, qu'est-ce que c'est que Néo Habitat, quelle est votre activité? Alors chez Néo Habitat, on a un cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé dans les constructions passives. Donc les maisons passives, c'est des maisons qui consomment très peu d'énergie grâce à un bâti très performant, généralement en ossature bois. On peut faire ça aussi avec du béton ou des maisons plus traditionnelles en mettant plusieurs couches pour isoler le bâti et avoir une très très bonne étanchéité à l'air. Alors ces maisons passives, c'est un drôle de nom d'ailleurs, c'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est quelque chose qui est assez récent. C'est depuis quand cette technique en fait, depuis quand ça s'est mis en place? Alors ça s'appelle le label Passivos en Europe, c'est plutôt du côté de l'Autriche que ça vient. Ça vient tout doucement en France avec la nouvelle réglementation qui va arriver en 2020. Avec les tests label E+, C-. On est encore un peu plus performant en termes de consommation. C'est vraiment sur l'étanchéité à l'air qu'on va jouer et l'aspect double flux avec une entrée et une sortie, utiliser les calories à l'intérieur, les apports internes. Voilà. Alors de l'extérieur, et si moi je suis un élu pareil dans ma collectivité, est-ce que je peux savoir que la maison que je vois est déjà une maison passive? Comment est-ce qu'on la reconnaît d'une autre maison, d'une maison normale entre guillemets? Visuellement, je pense que c'est très compliqué à se rendre compte. C'est vraiment sur l'aspect thermique, dans le calcul thermique, où on va définir la résistance thermique de la paroi, la ventilation de la maison. Il y a beaucoup de paramètres au niveau conception. L'orientation est très importante. On va privilégier l'exposition au sud. Les apports solaires sont plutôt importants l'hiver. On va se protéger l'été avec des casquettes. Donc visuellement, non. Dans la rue, dans un lotissement, on ne peut pas se rendre compte. On peut dire ça, c'est une maison passive. D'accord. À part si elle est vraiment le label Passivos, il y a des petites plaquettes qui sont sur la maison. D'accord. Et j'allais dire, donc pour concevoir ces maisons passives, il y a toute la question avant de l'organisation de la conception, mais aussi au moment de la construction. Est-ce qu'il y a des entreprises spécialisées, des matériaux spécifiques qu'on retrouve plus souvent? Est-ce que tout le monde peut construire une maison passive ou ça demande une vraie spécificité, une vraie technique? Alors sur le papier, je pense que oui, tout le monde peut construire, mais la mise en œuvre, les compagnons, les entreprises, doit être très sensible parce qu'on a quand même une membrane d'étanchéité à l'air à garder. Et c'est vrai que tous les percements sur mise en œuvre qui sont inopportuns créent une fuite d'air sur l'extérieur et des déperditions thermiques. Donc voilà, il faut privilégier, il y a un bon suivi de chantier à faire et il faut des gens qui savent faire quand même. Faut des gens, alors la question qu'on se pose aussi quand on est élu, quand on est sur son territoire, c'est combien ça coûte une maison passive? Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Comment on s'y retrouve? Quel est le gain final pour le particulier, mais aussi pour la collectivité qui penserait à le faire pour des bâtiments publics? Alors sur l'investissement, ça va être un peu plus cher qu'une maison traditionnelle. On va être autour de 2 000 € du mètre carré. Sur des prestations finies. Sur le très court terme, dès la première année, on aura quand même des très faibles consommations. L'amortissement aujourd'hui par rapport à du traditionnel va se faire sur 10-15 ans en fonction du budget et du degré de passif qu'on cherche à avoir. D'autant que le prix du mètre carré que vous évoquez est un élément, mais il y a plein d'autres éléments qui sont à prendre en compte, ou d'autres indicateurs pour essayer de voir la rentabilité qui se fait sur combien de temps? Est-ce qu'on sait estimer combien de temps il faut pour bien rentabiliser cette maison-là? Non, c'est difficile. Après, je suis plutôt pragmatique. C'est suivant les utilisateurs dans la maison. Vu qu'on va privilégier les apports internes, la cuisine, les enfants qui jouent, les gens qui font du télétravail, c'est que du plus pour chauffer avec les calories l'air qui est dans la maison. Donc non. Très bien. Bon, merci beaucoup Rémi Agrin de nous avoir fait découvrir, en tout cas pour moi et sans doute pour certains, ce que c'était qu'une maison passive. Je vous laisse regagner votre place et on va accueillir tout de suite un nouvel invité pour continuer ce tour de France et j'allais dire ce tour de table des innovations produits.
J'accueille maintenant, et je vais lui demander de me rejoindre, Daniel Séchaud, qui est le président de Morgan Patrimoine. Bonsoir, merci d'être avec Bonsoir. nous aujourd'hui. Alors Daniel Séchaud, je disais, vous êtes président de Morgan Patrimoine. En quelques mots, parlez-moi de votre société. Qu'est-ce que c'est que Morgan Patrimoine? Alors, Morgan Patrimoine, c'est un groupement qui conçoit, construit, commercialise et gère des projets immobiliers collectifs dans un cadre coopératif. Nous fonctionnons dans le cadre de l'autopromotion. Alors, plein de mots un petit peu nouveaux peut-être pour le commun des mortels ou pour l'élu. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Alors, coopératif, on en a parlé un petit peu, mais c'est quoi ce modèle économique alternatif? Ça veut dire quoi de construire de manière alternative? En fait, dans Morgan Patrimoine, nous avons un modèle économique un petit peu différent. Il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est l'autopromotion. L'autopromotion, je suis promoteur, je prends un projet, je prends un terrain, je conçois un projet immobilier collectif, une résidence étudiante, un immeuble, un lotissement. Et en fait, quand le projet est opérationnel, les acheteurs, les acquéreurs qui veulent soit habiter dans l'appartement, dans le logement, soit investir, rentrent comme associés dans un groupement qu'on appelle une SCIA, Société Civile Immobilière d'Attribution. C'est un groupement d'acheteurs, et ce groupement d'acheteurs acquiert le bien immobilier au prix de revient et en toute transparence financière. Dans ce cadre-là, nos honoraires, puisque nous avons des honoraires, nous sommes rémunérés sur un forfait, sont intégrés dans le prix de revient pour pouvoir, et nous gérons l'ensemble de l'opération. Donc l'intérêt, c'est qu'on supprime la marge promoteur, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de frais financiers. Et nous, ça nous permet d'augmenter les prestations en baissant le prix de revient. Ça, on parle de l'autopromotion. L'autopromotion. Premier niveau. Voilà. Alors, l'autre Deuxième niveau, c'est que nous avons créé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui est une société d'utilité sociale dans laquelle nous avons 5 collèges. La SIC, et nous avons le collège des usagers particuliers, les locataires, des particuliers qui veulent nous rejoindre. Nous avons le collège des professionnels, au sens très large du terme, artisans, industriels de la construction, architectes, bureaux d'études. Nous avons le collège des acquéreurs qui achètent un bien immobilier pour investir ou pour y habiter. Nous avons le collège des salariés de la SIC et nous avons le collège des institutionnels dans lequel une mairie peut rentrer, la région peut rentrer, un département peut rentrer. Donc la SIC a une vocation de gérer le réseau social avec à la fois les usagers, les professionnels, les investisseurs et les mairies ou départements. Et le troisième niveau? En fait, nous utilisons ce système, quand nous montons un projet immobilier, nous assumons tout, depuis la conception jusqu'à la construction, la gestion. Nous sommes actuellement en train de travailler sur la mise en place de produits patrimoniaux dédiés, puisque nous avons une optimisation de l'ensemble des coûts de A à Z. Donc l'objectif de Morgan Patrimoine, nous sommes une sorte de cluster. Nous travaillons sur un mode horizontal, avec des partenaires essentiellement à 90% régionaux. Et nous avons une optimisation patrimoniale des biens, avec cette notion finalement de meilleur rapport qualité-prix possible. Et alors, toujours la même question, la même idée, si je suis un élu, si je suis un directeur de service dans ma collectivité, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi? Qu'est-ce que j'y gagne? À quoi ça sert? Alors, il faut savoir que la SIC est une société de droit privé dans laquelle une mairie peut rentrer comme associé. Bon. Quand on est associé dans la SIC, on est au cœur du projet. En fait, nous apportons une troisième possibilité d'aménagement complémentaire. Nous ne sommes pas en concurrence par rapport au secteur privé traditionnel de la promotion et par rapport au secteur social. Nous pouvons dire à une mairie, écoutez, si vous voulez, nous travaillons ensemble sur un projet, vous êtes associé ou pas dans la SIC, c'est un choix. Et à ce moment-là, le projet est commercialisé au prix de revient et avec cette notion de transparence financière. Notre objectif, il est simple, c'est de reprendre le modèle économique de façon à concevoir et construire des logements qui soient confortables, très économes d'énergie et accessibles financièrement à la vente et à la location. Donc, par rapport aux mairies, c'est une troisième voie d'aménagement qui est complémentaire aux deux autres. Et ben voilà une explication tout à fait claire et pertinente. Merci beaucoup Daniel Séchaud d'être venu nous parler de ce modèle alternatif. Je vous laisse regagner votre siège. Et puis on va finir sur une thématique toujours, je vais dire encore plus dans l'innovation si c'est possible. Et je vais demander à Hakim Abderrahman, alors je ne voudrais pas écorcher votre nom, Abderrahman, c'est ça? Pardon Hakim, de la société Elfim. Vous êtes responsable d'agence Rhône-Alpes de la société Elfim, c'est ça? Peut-être que vous pourriez nous parler en quelques mots de Elfim et de ce que fait Elfim. Quel est votre métier? Alors, Elfim est un bureau d'études techniques spécialisé dans la construction et la réhabilitation des bâtiments. Elfim a plusieurs champs de compétences. L'ingénierie au niveau électrique, tout ce qui est plomberie,
la thermique, mais aussi le numérique via la réalisation de maquettes 3D et le BIM. Alors justement, c'est ce dont on va parler ensemble, puisque quand on parle numérique, ça peut être mis un peu à toutes les sauces, on met du digital, etc. Mais là, on va parler du numérique, dont on a vu que dans les questions et les enjeux de construction pour le bâtiment, ça prenait de plus en plus de place. Comment ça se traduit le numérique aujourd'hui dans le bâtiment? Oui, alors, tout à fait. Quand on parle de gestion du bâtiment, il est important de rappeler que ce sont les problématiques que rencontrent les maîtrises d'ouvrage qui, via leur activité d'exploitation, rencontrent des problèmes avec notamment les locataires ou les colocataires de leurs biens. Et suite à ça, le numérique peut être un appui important qui leur permet de mieux gérer leur bâtiment. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle le BIM. Alors le BIM, évidemment, pour les experts, vous connaissez tous, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que ça veut dire et ça ressemble à quoi? Oui, c'est vrai que le mot BIM est passé dans le langage courant dans le monde du bâtiment, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le définir. Le mot BIM signifie Building Information Modeling en anglais, soit la modélisation des informations du bâtiment. Il ne s'agit pas ni d'un outil ni d'un logiciel, mais il s'agit d'une démarche qui consiste à créer un programme, un fichier informatique unique qui réunit toutes les informations relatives à un bâtiment. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est sous quelle forme se présente ce fichier informatique. C'est quoi? C'est comme ça finit par donner une sorte de maquette en 3D ou comment ça Tout se à passe? fait. Ça prend la forme d'une maquette en 3D sur laquelle sont renseignées toutes les caractéristiques du bâtiment. Alors, il est important de comprendre que cette maquette a de multiples dimensions. Une dimension spatiale de par le fait qu'on puisse observer sa géométrie, mais elle a aussi une dimension énergétique puisque cette maquette renseigne sur les dépenses énergétiques du bâtiment. Et elle a aussi une dimension financière puisqu'à tout moment, on peut savoir le coût d'exploitation du bâtiment, etc. Oui, on le voit, c'est important pour vous en amont, mais quelque part, c'est très important aussi pour le futur gestionnaire du bâtiment. C'est-à-dire que grâce à cet outil BIM, grâce à la présence du numérique, on peut quoi? Mieux gérer, mieux anticiper, mieux entretenir? C'est quoi les objectifs que ça permet pour un gestionnaire de bâtiment? Oui, on peut prendre par exemple un bailleur social qui a un parc de plusieurs bâtiments, disons 90 bâtiments et 2000 logements. On comprend bien aujourd'hui que chaque bâtiment a son historique, a un vécu différent, il y a eu des rénovations différentes à des périodes différentes. Et le bailleur social a besoin, dans son souci de rationaliser ses dépenses, de savoir à un instant T quel est l'état de ses installations. Alors, pour cela, il peut très bien s'appuyer sur une maquette numérique qui permet à chaque instant de savoir, par exemple, sur mon parc, il faut remplacer telle fenêtre, remplacer telle chaudière, etc. Voilà, et aujourd'hui, je suppose que c'est quasiment répandu partout, c'est-à-dire que dans tous les cabinets d'ingénierie, aujourd'hui, vous travaillez comme ça? Non, alors, Non. non. Si la démarche du BIM est née dans les années en 1995, ce n'est que très récemment que ça se démocratise de plus en plus. Et ça commence peu à peu à se répandre. Mais en tout cas, c'est l'avenir, visiblement, hein. C'est l'avenir et l'enjeu, effectivement, c'est que tous les acteurs du bâtiment puissent travailler sur cette démarche-là, avec cette démarche-là. Eh ben, très bien, merci beaucoup d'être venu moi, nous présenter le BIM. Je rappelle que vous étiez le représentant responsable de l'agence Rhône-Alpes Delphim. Je vous laisse regagner votre place. Merci beaucoup. Merci à tous, merci au public présent d'avoir été là, d'avoir participé à ce deuxième atelier organisé par le cluster Éco-Énergie. La journée est en train de se terminer. Je crois, mon cher Franck, que voilà, c'était le dernier atelier, la dernière conférence. Il y a encore beaucoup de monde dans les stands et on est en train de boire un verre, de continuer de poursuivre les échanges. On vous donne rendez-vous évidemment sur le site de l'association des maires du Rhône pour revisionner, regarder de nouveau l'ensemble des vidéos de nos intervenants, de nos partenaires, des élus, des personnalités qui sont passées nous voir. Merci à toutes les équipes, merci aux équipes techniques et merci à l'association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon pour leur confiance. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne fin de journée à vous.